Merci beaucoup. Je suis très touché de pouvoir parler au CEDIA. C'est des propos que vous tenez sur le métron, de tous ces rappels de découverte. Il est vrai que le métron est une œuvre tout à fait exceptionnelle. C'est une grande œuvre collective. Et dans ce collectif, eh bien, beaucoup est passé par le musée social, par sa bibliothèque, qui a été tout à fait fondamentale pour suivre des grandes collections. Et c'était aussi d'ailleurs un lieu de rencontre entre chercheurs qui a apporté sa pierre parmi d'autres au métron. En tout cas, le CEDIA, ses publications, sa bibliothèque sont très importants pour les historiens du mouvement social. Alors, je vais parler de le dictionnaire entre guillemets. Alors on va voir duquel dictionnaire on va parler. Est-ce que c'est du métron ou de celui que vous êtes en train de concevoir? Et le tournant biographique des sciences historiques. La formule tournant biographique est inspirée des travaux anglo-saxons, qui pour les protagonistes d'une approche prosopographique et sociobiographique, je reviendrai sur ce vocabulaire, la formule est séduisante. Encore faut-il qu'elle soit autre chose qu'une formule. La multiplication des travaux de biographie collective pourrait donner le sentiment d'une dynamique. Encore faut-il prouver que cette dynamique a un effet sur l'écriture de l'histoire. Chaque nouvelle avancée dans des champs non défrichés est bienvenue et pose chaque fois de nouvelles questions de pertinence et de méthode. C'est dire si le dictionnaire biographique du service social est attendu. Je ne veux pas dire attendu au tournant, mais attendu au tournant au tournant biographique. Je veux dire espérer à ce tournant biographique. Alors, si je ne crois pas au hasard en histoire, mais plutôt à des logiques sociales et intellectuelles, je veux dire que ce n'est pas par hasard finalement que je suis là pour parler de ce dictionnaire biographique du service social, pour l'esquisser. J'ai été dans les années 80 chargé de conférences dans une école de formation de travailleurs sociaux qui était située boulevard Raspail, qui était l'ancienne école de lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires. J'y enseignais l'histoire sociale, le mouvement ouvrier, la pauvreté, et un petit peu aussi la naissance du service social en liaison. Et donc j'ai été un lecteur de ces livres que vous nous présentiez de Robert-Henri Guérand, un personnage, un historien intéressant, un personnage tout à fait étonnant et plein de dynamisme, et puis Ivo Knibiller qui a beaucoup apporté en scientificité, dans un moment où l'histoire des services sociaux était prise dans des enjeux un petit peu idéologiques, à la fois de valorisation comme de critique, dans une dynamique de l'après 68. Et donc dans mes cours, j'étais d'ailleurs amené à utiliser les itinéraires militants et militantes, à faire vivre. Je me suis d'ailleurs une fois un petit peu inquiété parce qu'il y a une étudiante qui m'a dit mais j'adore ce que vous racontez, j'adore qu'on me raconte des histoires. Alors je me suis aussitôt repris, je me suis dit je vais peut-être trop loin dans la description des vies. Je ne raconte pas des histoires, je raconte de l'histoire. Alors, la longue histoire des dictionnaires. Dans un livre qui s'appelle Ordre et désordre biographique, Jean-Luc Chappet rappelle tout le travail de qualification, de disqualification, de réputation, de stigmatisation des dictionnaires de la période XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe, et notamment dans la période révolutionnaire. Il montre que les dictionnaires biographiques, ceux de cette époque, donnent une biographie qui n'est pas simplement un récit de vie. Elle devient un pouvoir affirmé dans l'espace public et politique. Une biocratie, dit-il. Mais le métron, comme
le futur et en cours dictionnaire biographique des services sociaux sont-ils des dictionnaires comparables à ceux étudiés par Chappet ou à nos actuels Wouzbou, qui eux seraient bien dans la continuité, puisqu'il y a bien une reconnaissance sociale au travers du Wouzbou, en être ou pas, maîtriser son contenu, puisque souvent les biographies se font tout à fait, qui sont très courtes et synthétiques, mais qui sont souvent maîtrisées par le biographie elle-même. Alors, je ne ferai pas ici l'analyse des dictionnaires du 19e siècle, ce serait trop long, passionnant d'ailleurs, le Vapro, le Michaud. Imaginez, le Michaud, c'est dictionnaire de biographie universelle, ancienne et moderne, 52 volumes. C'était déjà de l'ordre du Métron, un petit peu moins, mais déjà très impressionnant. Un ouvrage d'ailleurs qui est fort utile pour l'érudition et qui était relayé à l'époque, au XIXe siècle, par des dictionnaires régionaux très, très riches. Et j'en prendrai qu'un seul exemple, c'est le dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace, qui paraît en tout début XXe siècle, et qui se poursuit, et finalement qui est relayé, complètement renouvelé, et avec là moins d'érudition et plus de qualité historique, par le nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, qui est vraiment une œuvre étonnante, riche par son nombre de volumes, par la qualité universitaire ou historien érudit qui est impliqué, et qui travaille beaucoup en liaison avec le Métron. Il nous arrive souvent, quand on va à Strasbourg, d'être dans des tables rondes avec nos amis du NDBA. Et là, on sent la passion historique régionale. On aura d'autres passions historiques, professionnelles, parfois, ou liées à des périodes. Mais là, on sent un besoin fondamental pour l'Alsace d'exister au travers de ce travail, et de souhaiter que ce travail soit fait avec rigueur et sérieux. Et quand on pense à son ampleur, on est un peu surpris. Son ampleur, c'est 50 fascicules, 50 petits ouvrages, et ça continue. On est bien sûr frappé par la faiblesse, on laisse pensif devant la faiblesse du dictionnaire de biographie française, qui est le seul dictionnaire général, entrepris en 1932. 21 volumes depuis 1932, il en est à la lettre L. Et il y a un contraste terrible avec les dictionnaires nationaux allemands, je ne vous dis pas l'ampleur, en Grande-Bretagne, le dictionnaire canadien, qui nous intéresse parce que lui, c'est finalement certainement le. Alors on a tendance des fois à dire que le Métron est le plus grand dictionnaire biographique en langue française, mais il faudrait comparer vraiment avec le dictionnaire canadien, qui est à la fois la version, une version française et une version anglaise. D'ailleurs, puisque j'en suis là, je l'évoque, et j'avais été invité au Québec pour une table ronde avec les réalisateurs de ce dictionnaire, qui se posaient des questions historiographiques. Et là, on s'approche de la question du tournant biographique, des évolutions. Ils voulaient quitter la forme très traditionnelle des dictionnaires nationaux en faisant entrer le monde populaire, les femmes, des formes surprenantes. Mais alors, faire entrer quoi et qui ? On ne peut pas faire entrer tout le monde. Alors bien sûr, à l'imitation du Métron, c'est-à-dire on va faire entrer des syndicalistes, on va faire entrer des représentants d'associations, des dirigeants de corporations. Et puis, ce qui m'avait frappé, amusé, intéressé d'ailleurs, et pour les femmes, eh bien, il y avait une longue discussion pour dire on va prendre les fermières québécoises qui ont été médaillées pour l'ampleur de leur progéniture.
entrée amusante, au moins il y avait des, oui, mais au moins il y avait des sources. Il y avait des sources, il y avait des photos, il y avait. C'était une entrée bien spécifiquement québécoise et qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Alors, à défaut de disposer d'un grand dictionnaire national, la France a vu se multiplier des œuvres spécifiques. Le métron, dont je serai amené à en reparler, bien sûr, mais aussi, ne serait-ce que cette année ou dans les 2 années, 2 excellents dictionnaires biographiques. Le dictionnaire des féministes France, 18e siècle, 21e siècle, dirigé par Christine Barr, qui est d'une qualité historique et même littéraire. C'est un dictionnaire qui est très agréable à lire, avec d'ailleurs des références au Métron, parce que c'est une équipe qui pour la plupart ont collaboré auparavant avec le Métron, qui sont partis un petit peu de ça, et elle le souligne, mais qui prennent tout à fait un champ beaucoup plus large, parce qu'elles évoquent toute une série de biographies qui n'étaient pas venues dans la sélection, beaucoup de biographies venues dans la sélection du Métron, et notamment elles vont, dit-elle, jusqu'au XXIe siècle. Et on y reviendra, c'est un des problèmes. Les limites chronologiques pour établir des biographies. Aller si près présente un intérêt évident, même par rapport au lectorat, c'est très réactif. Ça présente aussi des risques, puisque là, on est amené du coup à valoriser. On fait le choix d'une féministe de 45 ans, elle, peut-être pas une autre, qu'on aura oubliée, et on lui donne un statut fort. Pourquoi pas, mais c'est, pour l'essentiel, le dictionnaire est un dictionnaire historique, hein, va puiser jusqu'au XIXe siècle et avec des belles collaborations et de très bonnes notices. Et puis un autre dictionnaire tout à fait intéressant, et là on va chercher sur une période bien précise et sur une corporation, le mémorial cheminot victime de la répression 1940-1945. Sous la direction de Thomas Fontaine, qui est un excellent historien de la déportation, et qui est d'ailleurs maintenant, qui vient d'être recruté comme directeur du musée de la résistance nationale qui se tient à Champigny, et qui apporte beaucoup de rigueur historique et de pensée historique dans tous ses travaux. Et ce n'est pas d'ailleurs si évident de travailler sur les victimes. Ça pose toute une série de problèmes de sources, mais de confrontation bien sûr à la mémoire, sur lequel je serais peut-être amené à développer. Mais tous les deux dialoguent avec habileté, d'une part avec l'engagement féministe d'un côté, donc il y a une dimension qui finalement est un peu militante, hein, on peut pas le... Et d'autre part pour la mémoire cheminote, avec cette mémoire qui a été fortement établie, et il s'agit de lui apporter de la réalité historique, et pour cela Thomas Fontaine s'est associé tout un conseil scientifique dans lequel il y a à la fois les syndicats, les associations, l'administration, et il a pu faire passer les choix de méthode auprès de ses interlocuteurs et les faire évoluer, les faire accepter. Bon, disons d'ailleurs une chose très simple, beaucoup de documents administratifs et de mémoires militantes disent mon père était résistance fer de telle date à telle date. D'ailleurs, j'ai une attestation du ministère des Anciens Combattants comme quoi il est rentré à Résistance Fer en 1943. Le problème, c'est que Résistance Fer s'est créé à la Libération pour regrouper la mémoire et les revendications des cheminots qui ont œuvré dans différents sens. Donc, on n'est pas à Résistance Fer, même si on a une attestation. Donc, faire passer ça en termes biographiques, ça nécessite une négociation avec les familles, une négociation d'abord avec
les interlocuteurs, d'où le conseil scientifique où tout le monde est représenté, les syndicats, l'administration, les associations, etc., où tout le monde, puisque j'en faisais partie, tout le monde était unanime pour dire, ben non, voilà, il faut qu'on apprenne à ne plus dire que quelqu'un était à Résistance Faire en 1943, mais dire qu'il a fait la résistance et qu'à la libération, dans le cadre de Résistance Faire, il a été reconnu, etc. C'est un exemple parce qu'il est très tranchant. Il est très net, mais en fait, en réalité, la question se pose de mille et une façons. Alors, d'ailleurs, par chance, l'un et l'autre de ces dictionnaires sont en liaison avec le Métron, puisque le Métron a fait, vous l'avez dit, un livre qui était un livre consacré aux fusillés exécutés. On le poursuit, fusillés, exécutés, fusillés sommaires, exécutés sommaires et massacrés, parce que dans ce cas-là, on veut couvrir toutes les victimes de la guerre et apporter de la méthode, puisqu'on mettait un petit peu tout derrière le mot fusillé, toute victime devenait un fusillé, donc on met de la méthode. Le but n'est pas d'ailleurs de chiffrer, même si à la fin ça va forcément un peu influer dans ce sens-là, mais de mettre des caractéristiques et puis de laisser la parole aux documents, aux lettres de fusillés, aux traces, de faire un véritable, ce qui est généralement vu comme un travail de mémoire, en faire un véritable travail de sociobiographie. Alors, donc, tout ça dialogue avec le Métron, on peut dire même au commencement était le Métron, mais enfin ça ferait quand même un peu religieux. Il faut quand même rester raisonnable. Alors, est-il nécessaire de présenter le Métron au moment où on en parle beaucoup ces dernières années? Il est au plus haut de sa reconnaissance et elle est bienvenue, cette reconnaissance, après des années de travail, au moment de l'aboutissement de la dernière période du Métron, c'est-à-dire qu'on a la dernière période, c'était 1940-1968. On a publié le dernier volume de cette période. Et une des grandes vertus des dictionnaires est de ne pas rester à la lettre B, d'aboutir. Il y a une obligation d'aboutir. C'est comme l'architecte avec le bâtiment. Il faut poser la dernière pierre, et on a été content de le faire. Et maintenant, on va rentrer dans des évolutions, puisque la part des sites va devenir plus importante. Non pas qu'on va cesser de faire des dictionnaires papier, on va faire un dictionnaire papier des ouvriers du livre, et on sera certainement amené à faire d'autres initiatives de ce type. En tout cas, on a eu le plaisir d'occuper le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 22 mars 2017. Vous voyez qu'on choisit bien nos dates. Et l'œuvre a été saluée par Patrice Boucheron, André Burguière, Gilles Pécou, Michel Perrault et Edgy Plenel, qui a consacré un livre tout à fait remarquable au Métron, Voyage en terre d'espoir. Alors, le Métron est né, je ne vais pas vous en faire un historique trop long, parce que les minutes passent, et est né dans les années 50 pour servir l'histoire sociale en réaction contre le culte des leaders. On était en plein milieu des années 50, c'était le stalinisme dominant, Staline, Maurice Thorez, les grands noms, etc. Mais même en général, on retenait l'hommage aux militants par les leaders, et aussi en réaction contre une histoire déshumanisante qui était plus économique de la période. Le Métron, avec ses 176 000 biographies, c'est le chiffre actuel, et selon la formule de Michel Perrault, plus qu'un dictionnaire, une vision du monde. Une vision de la société, c'est ce qui lui a donné cette force, parce que il faut imaginer que ça n'a pas été simple sur la durée, pensé par Jean Métron, qui était d'abord un instituteur et ensuite un universitaire, un homme de caractère, mais de générosité, d'empathie
avec ce monde militant, mais avec une volonté de faire ressurgir les courants oubliés, les personnalités oubliées, d'aller au plus près de ce qu'a été réellement le mouvement ouvrier existant. Alors, certes, comme tout ouvrage de référence, tout usuel, c'est un usuel de bibliothèque, il vise à donner l'information la plus précise et la plus étayée à des publics les plus diversifiés, de l'universitaire aux lecteurs de la bibliothèque municipale. Jusqu'au CDI, bien sûr, puisque on a toujours souhaité que le dictionnaire soit présent dans les lieux des lycéens et de l'université. Mais c'est aussi tout un enracinement, et c'est ça qui fait sa force, un enracinement dans les régions. Il y a des correspondants départementaux, des correspondants régionaux, des dépouillements d'archives qui veillent bien à ce que chaque département ait sa place, dépouillement de presse, enracinement dans les régions, mais enracinement dans les métiers. D'ailleurs, on l'a poussé à un moment jusqu'à faire des volumes spécifiques sur les métiers, un dictionnaire des cheminots. On va d'ailleurs poursuivre avec les cheminots pour une œuvre plus poussée sur Internet, certainement aller vers un site spécifique sur les cheminots. Un dictionnaire des gaziers électriciens, et tout cela propose des chemins plus complexes de la connaissance qui prennent d'ailleurs tout leur sens avec l'informatisation. Puisque la réserve qui pouvait être faite à Jean Métron et auquel il résistait, pourquoi une biographie de 5 lignes à la période de la Commune de Paris maintenant, sur informatique, elle est évidente, ces 5 lignes. Les familles, des lecteurs, des généalogistes. Les généalogistes, maintenant, apportent d'ailleurs beaucoup, parce que c'est une connaissance très précise qui peut être utile. Et d'un seul coup, des liens se nouent autour de ce seul nom, vient en rencontrer d'autres, vient en rencontrer d'autres formes de savoir. Et puis de mise à jour, parce que c'est la grande chance, c'est qu'aujourd'hui on peut mettre à jour. Alors, c'est d'ailleurs pour le dictionnaire des fusillés, qui malheureusement sur papier est épuisé, il y a un an et demi, il correspondait à un besoin, il a été épuisé, mais on a fait un site spécifique à part sur le dictionnaire des fusillés, à part, mais en réalité, il y a le métron en général, et la balise fusillé dans le métron permet de créer un autre site. Donc les gens voyant le site ont l'impression que que les gens travaillent, que non, c'est une partie du métron qui est retravaillée. Nous avons pu commencer à jouer sur le lien entre les lieux d'exécution et les exécutés. La biographie renvoie vers le lieu d'exécution, qui fait un historique, les lieux d'exécution renvoient vers les différentes biographies. Et on va le développer avec des développements thématiques. C'est certainement là un grand travail de valorisation de l'ensemble de la base du métron que nous développons avec un jeune historien, Paul Boulan, qui est maintenant co-directeur du métron. Comme Jean Métron avait su passer des relais, parce qu'il n'avait pas attendu sa mort pour passer ses relais, et par réalisme. De la même façon, les relais se passent. Alors, suivent des pistes de tous ces individus non illustres. C'était la formule qu'a employée Burger à la Sorbonne, tout le travail sur les individus non illustres. Et il dit, pour les non illustres, ces traces, même simples, sont un livre en soi. Et elles échappent à toute la problématique de l'illusion biographique qui a été développée par Bourdieu, disant, mais finalement, on fait la biographie d'un homme connu, on croit le connaître, et en réalité, on peut très bien l'entraîner sur des fausses pistes. On peut très bien ne pas aller en profondeur dans la connaissance, puisqu'on connaît qu'un aspect, notamment du fort intérieur de la personne. Et en plus, on risque de reporter
la psychologie d'une période ou la psychologie du biographe sur celle du biographié. Et Burger disait beaucoup de biographies de Louis XIV sont surtout des biographies qui reflètent le tempérament de l'auteur. Alors, toutes ces multitudes de biographies non illustres échappent notamment à la prédestination. Elles construisent toute une écologie du mouvement ouvrier, une écologie localisée et socialisée. Alors, tournant biographique, formule un petit peu ambitieuse. Certainement qu'il y a une évolution qui est très nette dans ces dernières années. Il y a eu une première évolution par l'utilisation des dictionnaires biographiques autour de la formule prosopographie. Prosopographie, c'est le profil en grec. Prosopographie, c'est la mise en rapport de biographies individuelles pour faire apparaître les facteurs discriminants qui distribuent des individus sur un échiquier politique, par exemple, social, religieux, professionnel, qui monte, qui descend, qui va à gauche, qui va à droite. Donc on peut faire la prosopographie de toutes choses. On pourrait faire la prosopographie non historique, mais présente de cette salle. Bon, voilà, on fait remplir à tout le monde un questionnaire biographique et on réfléchit sur les générations, les itinéraires professionnels, les intérêts culturels, les options, et on lira quelque chose. Mais ça, ce serait quand même de la sociologie. Or, la prosopographie, c'est une sociologie historique. C'est-à-dire qu'elle tient compte des différentes périodes, des différents moments de la vie. Elle est dans une dynamique chronologique. Alors, la grande difficulté, c'est que on a appelé prosopographie un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'un dictionnaire bien construit historiquement, solide, avec vraiment tous les aspects, on a eu tendance à dire c'est un dictionnaire prosopographique. Et pourquoi pas? Ça peut être un choix de vocabulaire. Et on appelle par ailleurs la prosopographie le travail, par exemple informatique, statistique, qui permet de voir apparaître les fils conducteurs invisibles à l'œil nu des biographies. Alors, admettons les deux exceptions. Et en tout cas, ça a été un moment fort. Et ça reste encore quelque chose de très présent. Et puis ensuite, on a vu apparaître le vocabulaire sociobiographique, histoire sociobiographique, qui a tendance à travailler en utilisant éventuellement la prosopographie, en utilisant les catégories qui peuvent apparaître dans la prosopographie, mais prendre un nombre d'individus plus limité, mais sur lequel on peut faire un travail en profondeur parce qu'il existe des égo-documents, des correspondances, des questionnaires biographiques, comme celles que les organisateurs auraient pu vous faire remplir à l'entrée de la salle. Voilà, ça a donné un document, un égo-document. Et les correspondances, là, par ailleurs, sont fondamentales, parce qu'elles sont écrites au moment. Le questionnaire biographique, il a du recul. Donc, il est toujours saisi par la critique. Mais aussi l'image, la photo, l'image mobile, toutes ces sources qui fait qu'on en sait plus de cet individu dans la société en même temps. Se mettre au premier plan de la photo en bombant le torse, être un petit peu caché derrière. Et alors là, on voit tout ce que ça peut jouer dans l'observation du genre, des catégories sociales, des milieux. Alors, tout cela, la sociobiographie pose un gros problème de source.
Alors avec Bernard Pudal, on l'a beaucoup employé, on vient de le faire dans un livre qui utilise les archives de Moscou, en utilisant les questionnaires biographiques remplis par les militants communistes des années 30 et qui sont conservés à Moscou, qui sont très approfondis. Parce que là, on voit tout ce qui intéresse vraiment le biographe. C'est quoi le rapport à la famille, le rapport aux parents. Bon, bien sûr, ils ont des métiers, des choses comme ça, mais des fois, on en sait un peu plus. Je vénère ma famille ou j'ai coupé avec la famille, à quel moment, tout ça sont des éléments extrêmement... Le rapport à l'école, bien sûr, une des grosses caractéristiques quand on étudie l'entre-deux-guerres, et ça joue un rôle différent après, mais l'entre-deux-guerres, c'est quoi? Le certificat d'études, voilà, c'est des gens qui rencontrent, quand on travaille sur les milieux populaires, qui rencontrent l'école, l'école qui est enfin publique et obligatoire, mais dans quelles conditions, jusqu'à quand? Est-ce que ça se prolonge un petit peu au-delà du certificat d'études, ce qui est déjà un degré très important pour l'époque, mais 2 années de plus, ça veut dire c'est des gens qui savent rédiger, qui ont une connaissance plus ample. Et c'est aussi l'entrée dans la profession, c'est la façon dont on vit la profession. Alors là, ces autobiographies de Moscou donnent les salaires et le passage, ce qui est tout à fait tout l'historique des salaires. J'ai commencé à tel tarif à l'heure, et puis après... Et là, on lit beaucoup de choses. Alors, ce sont des choses tout à fait rares. Il ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des documents équivalents. Dans la JOC, par exemple, il y avait un moment où les jeunes rédigeaient un texte de leur relation à Jésus ouvrier, au monde chrétien, à la profession, etc. Ces textes existent. J'ai beaucoup insisté auprès de la JOC pour qu'ils les conservent surtout, qu'ils ne s'en débarrassent pas. Bien sûr, ils ont un problème parce que c'était des gens jeunes, donc adultes maintenant, et difficile à laisser... Il faut prendre des précautions archivistiques. Dans l'Église, il apparaît à différents moments le récit des vocations. Et donc, tous ces documents sont à rechercher. Mais sont à rechercher aussi tout ce qui fait le travail biographique, la presse, les archives, les témoignages. Les témoignages dont on sait qu'ils sont fondamentaux. Pourquoi ne pas interroger la personne qui est encore vivante au moment où on écrit sa biographie? Ça n'a pas de sens. Si les historiens pouvaient rencontrer les moines cisterciens du XIIIe siècle, ils iraient absolument les voir pour voir ce qu'ils ont à transmettre. Mais en même temps, le témoignage est soumis à la critique, puisqu'il est forcément à tout moment l'objet de reconstruction. C'est particulièrement net quand les périodes sont difficiles. La résistance, par exemple, est l'objet de beaucoup de réécritures inconscientes, de récits qui essayent de donner sens à des choses qui ont été beaucoup plus complexes. Parce que les situations n'étant pas simples, on essaye de mettre, mais c'est évident, j'ai pris des positions très nettes dès l'entrée des Allemands, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe. Et il y a donc des biais dans la parole, mais il y a aussi des biais dans les archives. Donc les deux sont à étudier avec précaution. Et nécessitent des fois, d'ailleurs, quand on fait des biographies, des négociations avec les familles. Des négociations avec l'individu, avec les familles. Le cas que je citais pour la résistance fer est particulièrement caractéristique. Et aussi pour pouvoir utiliser, puisque par exemple on utilise beaucoup les lettres de fusillés, qui sont des documents absolument stupéfiants, parce que ça c'est aussi des cas tout à fait exceptionnels. Les gens vont mourir quelques heures plus tard, et ils ont la possibilité, avec un petit crayon de papier, et d'écrire sur un mur, sur leurs genoux. Là, on a quelque chose d'intense.
Ils s'adressent à leur famille, à leur mère d'ailleurs, souvent, hein, plus particulièrement. Le rapport religieux est complètement transformé par ce moment, parce que notamment quand on s'adresse à la mère, elle est très croyante. Le père, pas forcément, un peu moins, etc. Et voilà, ce sont... voilà, on pense des amis de cet engagement, comment on se positionne avec courage, généralement, parce qu'aucun ne regrette, même si des fois il y a des choses surprenantes, puisqu'il y en a un qui termine par vice pétain, mais tout le monde, ça prouve que tout le monde ne comprend pas exactement les situations, mais l'ego document sous cette forme est intéressant, parce que là il peut être confronté et qui peut faire l'objet d'une sociobiographie fabuleuse. Alors, puisque j'évoquais le religieux, c'est un point délicat. C'est un point délicat, le religieux, parce que d'abord, c'est quelque chose qui est évolutif. Alors, on est baptisé, on est de telle religion d'origine. On reste dans cette religion ou pas, c'est très difficile à déterminer. Et en plus, c'est un point sur lequel la CNIL est vigilante. En principe, on ne devrait pas, sur informatique, sur des fichiers informatiques, évoquer les appartenances religieuses. Ce qui est grotesque. Et la CNIL en a conscience, au bout du compte. C'est grotesque parce que, je veux dire, un journaliste aurait le droit de dire que l'abbé Pierre est catholique, que Simone Veil est juive et que Michel Rocard est protestant. Et l'historien pourrait pas le dire. Ça n'a bien sûr pas de sens. Nous, on a été amenés à négocier avec les services juridiques du CNRS et avec la CNIL pour l'exploitation statistique. Et on leur a dit, pour l'exploitation statistique, on tient compte, on négocie avec vous le plus loin possible des consignes, mais pour la publication, écoutez, le métron, il a toujours existé, il a toujours été là, il sera toujours là, et on écrira sur des supports informatiques comme on écrivait sur des supports papier. Et ils reconnaissaient qu'il fallait baisser les bras, quoi. Vous ne voyez pas bien de quelle façon on peut... Mais la question religieuse est un point délicat. Moi, je dis, par exemple, sur le métron, la chose sur laquelle on fait attention, c'est qu'on ne cite pas, par exemple, on ne dit pas « il fit baptiser ses enfants ». Parce que dans le fond, les enfants, eux, ils sont là, ils ne sont pas forcés de... Mais l'individu lui-même, on peut, dans la mesure où on peut le faire. Alors, ça pose quand même le problème aussi du rapport éthique et de la reconnaissance qu'a un individu, un homme, une femme, au fait de, s'il est encore vivant, de voir sa biographie paraître dans un dictionnaire. Beaucoup de dictionnaires à l'étranger sont des dictionnaires de personnes décédées. Et on peut le comprendre, hein, c'est dans les pays, en Europe de l'Est par exemple, c'est très marqué par la période où encore c'était un tel enjeu politique, la biographie, que beaucoup de précautions étaient prises. En Amérique latine, c'est pareil. Avec une tendance d'ailleurs à faire plutôt un dictionnaire des victimes, hein, puisque nous, dans le domaine militant, pas simplement des militants, mais plutôt des victimes, parce que ça, d'abord, elles sont extrêmement nombreuses et que c'est déjà un travail considérable, mais que ça a une force, un écho, une capacité. Bon. Il se trouve que pour le métron, on n'a pas voulu mettre cette barrière. On n'a pas voulu se priver. Le dictionnaire des féminismes fait de même. Même ils vont plus loin, puisqu'ils font des biographies de gens très, 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 très jeunes. La précaution qui est faite pour le métron, c'est de ne pas influer sur la carrière du biographié. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des biographies de gens qui sont trop jeunes. Il ne faut pas qu'un dirigeant de la CGT puisse valoriser par une biographie du métron pour dire « je ferai un excellent secrétaire général ».
Mais je dis ça pour la CGT comme pour d'autres syndicats, ça n'a pas de sens. Donc, on met une distance. C'est-à-dire que dans tous les cas, là par exemple, on va aborder la période 68-81. Il y a un problème, parce que la longévité des militants, elle est de plus en plus longue. Ma mère va aller vers ses 105 ans. Bon, elle n'entre pas dans la catégorie, mais il faut dire, voilà, on écrit quand même les biographies de gens qui sont encore vivants, mais on les saisit à un moment où ils sont retraités. Et en gros, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faut garder, on restera sur ce point-là, parce qu'on aurait pu, en faisant la nouvelle période, aller plus loin que 81. Aller en 95, ça c'est évident, ou même se dire, allez, on fait un grand dictionnaire contemporain. On rencontrerait d'ailleurs un public pour ça, parce que le public, il est, plus on est proche de la période, plus le public est là. Alors dans ce rapport aux militants, il y a le risque peut-être de gêner des gens, ou au contraire de trop les honorer. La plupart nous, l'expérience du Métron, c'est que 99,99% des cas, les gens qui sont vivants sont flattés, intéressés de faire l'objet d'une étude historique. Il y en a même un qui m'a dit récemment « Oh, c'est formidable, c'est mieux que la Légion d'honneur ». Et là, je me suis inquiété, parce que nous n'avons pas vocation à distribuer les honneurs. Mais bon, les choses peuvent être ressenties de façon différente. Au contraire, quand un biographié, mais ça arrive 4 fois, 5 fois, peut-être dans toute l'histoire du Métron, ne veut pas figurer, eh bien là, il y a 2 cas. Soit c'est une personne qui a une notoriété publique telle que on ne voit pas pourquoi on l'ignorerait. Dans ce cas-là, il a été élu, il a été dans des organismes de direction, il a écrit des articles. Bon, il appartient à l'histoire. Soit c'est des gens qui ont peu de notoriété. Bon, dans ce cas-là, on publie pas la notice, on garde la notice sous le coude parce qu'elle appartient. Voilà, c'est une précaution qui est utile. Alors, n'oublions pas qu'un dictionnaire, ce n'est pas qu'une œuvre scientifique, c'est aussi une œuvre éditoriale. Elle implique des éditeurs, elle implique un public, elle implique toute une vue sur qui va lire, etc. Et même si la gratuité du travail, on préfère le dire, aujourd'hui les dictionnaires biographiques, tous, ne produisent pas de droits d'auteur. C'est un travail bénévole. Alors peut-être que votre dictionnaire sera une grande exception et qu'il y aura des droits d'auteur importants. Mais même avec la gratuité du travail, c'est la vocation d'un dictionnaire n'est pas de mettre en faillite son éditeur, et au contraire de lui faciliter la tâche pour qu'il puisse tirer un bénéfice intellectuel de ces publications. Nous, ça a toujours été notre grande attention vis-à-vis des éditions de l'Atelier, qui sont de remarquables éditeurs avec lesquels on a eu, qui éditent depuis le départ. Ça s'appelait les éditions ouvrières avant, c'est les éditions de la JOC au départ, et qui sont devenues indépendantes. On fait toujours très attention de ce mouvement avec l'éditeur, et avec des publications habilement diffusées et bien articulées entre elles. Ça a été le cas par exemple quand on a produit le dictionnaire des anarchistes ou le dictionnaire des fusillés. C'est des ouvrages satellites mais qui rencontrent d'un seul coup un public plus large que l'ouvrage général et qui donne à l'éditeur un souffle, un plaisir. Alors, en conclusion, je citais l'historiographie anglo-saxonne et Malcolm Chase qui, dans une table ronde qui accompagnait la mise en ligne du dictionnaire des Grande-Bretagne-Irlande, nous disait que depuis la publication du dictionnaire anglais en 72, que la publication du dictionnaire anglais en 72 avait battu en brèche
les histoires impersonnelles, trop institutionnelles, et ouvert la porte en Grande-Bretagne à une grande diversité de réflexions sur la base militante, le genre, l'éducation, la vie personnelle, avec du coup des appels à la sociologie et même à la psychanalyse. Nous, la première fois qu'on l'a vu apparaître, c'est par les chercheurs italiens, qui étaient très demandeurs, c'était au début des années 80, dans les tables rondes en Italie, de l'usage de la psychanalyse. Dans la lancée, d'ailleurs, Malcolm Chaise appelait à faire place à l'imagination dans l'écriture des biographies ouvrières. Je pense que s'il fait appel peut-être au beau style, peut-être à la mise en rapport, peut-être à donner du plaisir, pourquoi pas. L'imagination, ça peut être un objet de débat, mais il reconnaissait que tournant biographique, il avançait, mais qu'il fallait tourner encore. Il en va de même pour en France, où malgré les grandes avancées, le grand renouveau qu'il y a eu autour des questions biographiques, la connaissance des itinéraires, des femmes, des hommes n'est pas encore suffisamment prise en compte. Moi, je suis frappé dans des thèses ou dans des masters qu'on définit un lieu géographique, on dit où il est, on définit un journal, puis on voit apparaître des noms. Ils ont quel âge? Ces militants, ils sont quoi? Bon. Ce sont des noms. Le réflexe qui est pourtant fondamental sur le plan scientifique. Et d'ailleurs, le biographique est une voie importante du dépassement entre histoire sociale et histoire culturelle, puisqu'il puise vraiment dans ces deux types d'histoires. Alors, en conclusion, je vous souhaite un très bon dictionnaire biographique des services sociaux et de bien prendre le tournant biographique.